S'il veut démissionner, ça ne prend pas 2 minutes. Avec un Français simple, même un enfant de CM2 dit voilà, j'ai démissionné. Puisque notre association, ce n'était pas la perpétuité, ce ne sont pas les travaux forcés. Donc Libre, il est entré dans l'association avec la politique présidentielle. Libre, il en ressort. Simplement, ce qui est inacceptable, c'est les arguments prétendument avancés par lui pour sa sortie. Vous ne pouvez pas être dans une équipe de football depuis 22 ans, 30 ans bientôt pour certains d'entre eux, et à la 42e, au 42e anniversaire, vous dites « je suis responsable de rien », c'est l'autre, le sélectionneur, qui est mauvais. C'est de la mauvaise foi ou l'opportunisme ou la bêtise ou les trois à la fois. Je vais être prudent. Donc, c'est un événement qu'il faut relativiser. C'est la raison pour laquelle je crois qu'on est plus dans l'émotion, parce que la paresse est quelque chose de démocratiquement répandu au Cameroun, devant cette actualité qui n'est qu'un fait divers. Même nous-mêmes dans nos rangs, il faut qu'on prenne du recul et que ça ne se réduise pas aux injures, à l'émotion exacerbée. Ça participe de la dégradation du climat politique et du débat politique dans notre pays, ce que nous n'acceptons pas. Moi, personnellement, je ne l'accepte pas. Donc, il faut qu'on prenne du recul et que nous ayons une position qui s'adapte. D'ailleurs, nous n'avons jamais fait une élection en comptant ni sur le FNSC de M. Chiroma ou ni sur un autre parti associé. Notre, il n'est pas le seul. Nous avons encore plusieurs partis, l'UNDP, dont vous nous annoncez le cataclysme ce week-end. Non. Et quand nous avons gagné des voix, dès que vous appelez le fief électoral, c'était seul en compétition avec les mêmes. Donc, il ne faut pas faire de la surenchère émotionnelle. Et je crois que même ceux qui s'attaquent à la personne de Issa Chiroma, je ne suis pas d'accord. Parce que je trouve qu'il faut qu'on se respecte. Et moi, c'est mon aîné. Vous êtes dans un endroit où il m'a vu grandir. Il a habité ici à la Cité ici. Et j'ai porté son sac quand il allait jouer au basket. C'était un très bon basketteur. Maintenant, on ne peut ne pas être d'accord politiquement. La seule chose que je lui conteste, c'est le fait de dire qu'on a échoué et lui n'y est pour rien. Là, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le reste, s'attaquer à sa personne, faire ceci, on est en train de créer un événement de fin du monde alors que nous ne sommes pas dans la fin du monde. Nous sommes en politique et certains font de la politique une agence de distribution de privilèges. Et quand les privilèges sont contrariés, ils prennent des positions iconoclastes. Donc quand vous l'avez dit, vous dites sereinement, et moi je ne vais pas vous exposer comment nous allons agir, parce qu'ils sont dans la tactique, mais nous on a une stratégie. Alors sur la question d'une autre question d'actualité qui retient quand même le souffle à l'intérieur du parti au pouvoir, il y a ce congrès que le RDPC n'a pas tenu depuis Mathusalem. Le plaidoyer et ce combat est porté aujourd'hui par un conseiller municipal RDPC, Léon Taylor Onana. Le RDPC va-t-il tenir un congrès avant la présidentielle de 2025 pour définitivement légitimer la candidature naturelle de Paul Biya? Nous l'avons aussi adressé cette question à Hervé Emmanuel Comme. Qui mieux que le membre du comité central du RDPC pour y répondre précisément? Nos statuts nous permettent de présenter le candidat à la présidence sans passer par le congrès. On peut faire un congrès, c'est souhaitable, c'est un grand moment de la vie du parti, mais ça ne changera rien. Sauf si on fait un congrès pour changer le parti. Et je crois que ce n'est pas ça le fond de votre question. Si on fait un congrès du RDPC avec les statuts actuels du RDPC, le candidat naturel du RDPC, c'est le président national du RDPC. Je suis clair. Et d'ailleurs, de ce point de vue, celui que vous avez cité là, son nom m'échappe d'ailleurs, il ne nous apprend rien. Au dernier congrès que nous avons eu, le camarade Zeng, le chef supérieur, Sa Majesté, était candidat. Le RDPC a continué son aventure. Vous êtes au courant de ça, moi. Mais voilà. Donc, ceux qui veulent... Vous savez, je suis malheureux pour les gens qui regardent la scène politique. Les Camerounais ont la réputation d'être très intelligents, mais quand vous êtes à l'intérieur, incroyable, même les bars sont un peu plus disciplinés. Et écoutez, les gars en face passent leur temps à commenter la vie à l'intérieur du RDPC
plutôt que de faire, d'organiser des associations qui soient plus vertueuses ou qui soient plus attractives que la nôtre. Donc, ils courent derrière nous. Et c'est là que je dis à mes camarades, quand on est premier de la classe, il faut faire attention, parce que le dernier peut vous retenir pour vous rattraper. Quand on se met aussi dans des situations, celle de la démission d'un partenaire, et certains dans nos rangs veulent en faire un drame, c'est inacceptable. Ce n'est pas comprendre les règles de la compétition. La politique, c'est le marché de l'offre et de la demande programmatique. On appelle ça en sciences politiques en américain, en anglais, input, output. C'est la théorie de Partison. Quand vous avez une demande sociale et qui est légitime, on demande plus de routes, d'écoles, d'hôpitaux, vous répondez, vous qui avez le pouvoir, par la satisfaction totale ou en partie cette demande, pour justifier la confiance que les demandeurs, et les demandeurs ne sont pas étiquetés. Quand il y a une demande sociale, si elle est pertinente, elle est valable pour tous les Camerounais. Ce n'est pas une demande sociale du RDPC ou bien du PUS, qui est un mouvement que vous connaissez très bien. C'est une demande sociale de tous les Camerounais. C'est la raison pour laquelle le discours des leaders politiques, et c'est pour ça bon, je suis heureux qu'il y ait dans la jeunesse quelques-uns qui ont compris. Matomba, qui est un fils de policier, quand il parle pour tout le monde. C'est ce qu'on veut. Et d'autres, quand ils parlent... Mais quand vous devenez dans l'exclusivité, c'est-à-dire vous parlez que pour votre boutique, vous n'allez pas loin. Vous comprenez? La politique du président Paul Biya, c'est la prise en compte de l'intérêt général pour satisfaire la demande sociale inclusive de tous les Camerounais. Et c'est pour ça que je suis serein. On peut faire mieux. Mais pour l'instant, c'est nous qui parlons des problèmes du Cameroun. Les autres parlent des problèmes des groupes ethniques. Ils parlent des problèmes des régions. On revient à la démission. Quand vous dites, moi, je suis candidat du Grand Nord, vous n'êtes pas allé loin. D'abord parce que statistiquement et mathématiquement, le Grand Nord, ce n'est pas la majorité du Cameroun. Et même si elle était majoritaire, vous n'êtes pas propriétaire de tous les électeurs qui sont au Grand Nord. Il faut avoir un peu d'humilité en politique et avoir une projection. Moi, je dis si quelque chose n'est pas bien pour les habitants de la cité SIC, ce n'est pas bien pour tous les Camerounais. Clair. Si vous dites que quelque chose n'est pas bien simplement, et c'est là que je suis meurtri, avec, vous ne parlez pas d'eux parce qu'ils ne font pas le buzz, ils sont un peu mornés, ils sont des Mongols. Le groupuscule qui a écrit un document en ces revendications de la région du président dans le sud. Écoutez, je suis malheureux. Il doit parler. Ils ne sont pas au courant que pour aller à Babimbi, vous pouvez faire toute une journée si la voiture est, n'est-ce pas? Vous le savez, non? Ben voilà. Et Babimbi est dans la même région que est dans la région du littoral. Non, il faut parler de ce qui concerne tous les Camerounais. Et si on trouve, comme c'est le cas, on pense, le lithium à Babimbi, on va utiliser cette richesse seulement pour Babimbi. On va l'utiliser pour tout le Cameroun. Alors, Lucia là à son actif, effectivement. On met cela à son actif. Et ça veut dire qu'on peut aussi mettre à son actif les poubelles à Yaoundé, à Douala, les routes qui sont gâtées, le déficit énergétique. On va revenir, je vais permettre, M. Dior, au docteur Nyamsi, qui semblait ne pas être tout à fait d'accord avec vous, de réagir, notamment sur la question de l'âge. M. Dior estime que l'âge du président de la République n'est en rien un problème, et que vous qui faites une fixation sur la jeunesse, vous êtes dans le faux, vous vous trompez, si je me fais peut-être pas dans le mot est peut-être fort, dire dans le faux, non, pas peut-être. Mais que c'est pas un sujet de débat. Vous le répondez. Parce que l'âge du président de la République, c'est une force de l'expérience. C'est une vision. C'est des slogans encore, hein. C'est des slogans. Des slogans qui ont permis. Qui se sont estompés déjà. Permettez, docteur Nyamsi, les slogans qui ont permis à ce que vous soyez là. Vous soyez cet homme, cet enseignant de qualité. Oui. Où que vous soyez. Est-ce que ce n'est pas vrai? Il faut tendre le témoin. Et je pense que
Pour que vous tendiez le témoin, il faudrait le tendre de la plus belle des manières, comme cela vous a été tendu ce soir de novembre 1982. Par les unes. Alors, 82, je vais vous expliquer en fait. Vous saviez que le président de la République, il est votre champion, mais c'est le seul président que nous avions connu. Et aujourd'hui, dans les velléités du libéralisme communautaire, nous avions accepté Debout le Cameroun, qui est une autre vision exploitée par Serge Espoir Matomba, qui donne au Cameroun une autre vision républicaine en s'appuyant sur l'unité, sur une souveraineté et sur ce que je rappelle une identité du Camerounais. L'identité du Camerounais que je voudrais que nous en débattions, c'est ce Camerounais qui accepte d'aller à la retraite lorsqu'il a déjà tout donné. Vous savez, j'ai étudié votre parti, j'ai étudié l'homme Biya, et c'est l'homme Biya qui m'a retenu dans votre parti. Ce n'est pas le RDPC qui me retient, mais c'est Paul Barthélémy Vondok. Qui vous a retenu dans leur parti? Clarifiez votre pensée, c'est-à-dire? Il n'y a qu'un seul homme qui m'a retenu dans leur parti. Un homme de qualité. Paul Barthélémy. Sortez, prononcez, dites. C'est lui qui m'a retenu dans votre parti. Retenu en tant que militant, retenu, je ne sais pas, retenu l'attention. Dans l'étude, c'est d'accord, qui a retenu l'intérêt de votre étude. C'est un leader, c'est lui le leader. Ok. Au soir de 1982, il a 49 ans d'âge. 49 ans d'âge. De 82 jusqu'à la malencontreuse chose que vous aviez appelée coup d'état, c'est effusion de sang, le président Paul Biya a fait des réaménagements du territoire du gouvernement de 84 jusqu'à 1995. Et vous savez que... Non, pas seulement les réaménagements. Vous vous trompez peut-être. Je vous dis, en 84, le président Paul Biya a fait un gouvernement après le 6 avril. Il le change 6 mois après, 7 mois après, 8 mois après, dans le chronogramme du Cameroun. Et quand vous regardez cela, tous ces jeunes que le président Paul Biya a fait confiance, ce sont ces jeunes-là qui sont en prison aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans le même paradigme, je vais le dire, le président Paul Biya devrait sortir au soir d'octobre pour aller s'asseoir à Itoudi et tendre la perche pour que des jeunes venus d'un autre système de vision politique comme le PUS puissent travailler avec ceux que nous allons prendre dans le RDPC de la bonne moralité, ceux qui forment l'unité, ceux-là qui vont accepter une identité différente de ce qui s'est vécu au sein du RDPC pour apporter une souveraineté dans une politique alléchante. Pourquoi je le dis? Le président Paul Biya a utilisé tous ces ministres. Ichat Souma Bakary arrive aux affaires, il n'a pas 60 ans. Si la jeunesse voudrait dire qu'on a entre 49 et 55 ans, Issa Chiruma Bakary était arrivé aux affaires. Ngarga Manadji était arrivé aux affaires. Le professeur Maurice Kamto est arrivé aux affaires très jeune lui aussi, puisque lui-même il a reconnu lors du décomptage au Conseil constitutionnel qu'il a cru à un jeune. C'est pourquoi il a répondu à son appel. Nous étions en 1984 quand il est entré pour servir le Cameroun. Alors, si aujourd'hui, nos jeunes avons regardé l'œuvre politique de Serge Espoir Matomba dans le PURS et pensons que la machine a grippé du côté du RDPC et du côté de ses alliés, qui nous offre un visage, sinon une carte postale politique où on ne se retrouve plus, il est donc de bon ton que ceux-là arrêtent de crier au président de la République de se représenter. Qu'au sein de leur parti, s'ils veulent qu'on leur donne un diagnostic plausible, aussi thérapeutique qu'il puisse être. Docteur Niamsi, Paul Biya vous fait-il peur? Ce n'est pas l'homme qui nous fait peur. Qui vous fait peur? C'est la main inexperte. C'est la main inexperte des héritiers du président qui pourront faire du Cameroun un chaos. Vous parlez déjà d'héritage d'un homme qui est encore là et que ses militants appellent à se représenter. Sortons du fantasme. Permettez-moi. C'est où pourquoi le vous débat parlez devient d'héritage d'un homme? Non, vous savez qu'il y a eu une retraite présidentielle. Nous ne voulions pas faire de ce champion ce qu'on a fait d'Abou Bourguiba, ce qu'on a fait de non, pas du tout. Nous voulons faire de ce champion, un homme qui ira au Pritané et on verra Niamsi Pouli amener Espoir Matomba au palais à Itoudi pour voir ce qui se passe. Attendez. Permettez-moi de faire. Gardez espoir. Nous sommes dans un environnement démocratique où il y a une élection. Nous ne combattons pas l'élection. Nous avons tout simplement peur de vos mécanismes en place. Parce que le président Paul Biya, dans son positionnement de durabilité, nous savions déjà que les 4 millions d'électeurs qui suivent la cause du PURS sont en train de... Les 4 millions d'électeurs, la cause du PURS. Alors que Paul Biya lui-même n'a pas encore été, n'a jamais été élu par plus de 4 millions d'électeurs depuis qu'il est au pouvoir. J'ai envie d'entendre le communicant du PCRN sur la question, sur cette passe d'armes entre le RDPC et le PURS. Monsieur Ngouran, vous avez la parole. Je crois que... le communicant du RDPC, chaque fois qu'il ne fait qu'interpeller
le fédéralisme communautaire. Je ris parce que ça fait partie de ce qu'on dit souvent, lorsque vous n'avez pas, lorsque vous ne connaissez pas quelque chose, il faut le demander. Et c'est pour ça que donc vous connaissez le RDPC. C'est pour ça que j'ai apprécié la réplique que vous avez dit en précisant que c'est l'idée dont il a du fédéralisme communautaire, parce que il y a des petits mots parfois qui nous trahissent un peu. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, on parle du fédéralisme communautaire quand on parle de fédérer. On fédère quoi? Justement, des communautés. Oui. Il y a un adage qui dit le contenu de communauté, ensemble, on est fort lorsqu'on est ensemble. Expliquez. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que la décentralisation dont on parle, ça n'arrivera jamais. Parce que cette hyper-centralisation du pouvoir fait en sorte que on ne veut pas lâcher du lest. Il y a un politologue sur ce plateau. Allez voir comment les fédéralisme souffrent. communautaire. Allez voir comment les mairies souffrent. Allez voir comment tous ces maires, il parlait tout à l'heure des routes, il parlait même des pays. Moi, je lui dis encore, vous ne pouvez pas parler de fédéralisme communautaire comme quelque chose du chimère ou alors du hyper dangereux, comme si le Cameroun n'a jamais été un pays fédéral à l'époque. Le Cameroun a été fédéral à l'époque, vous le savez ça. Avant la réunification de ça, je vous dis que le Cameroun a été un pays fédéral. Et ça a été dénoncé. Je vous dis que ça a vécu comme ça pendant longtemps. Et cela a été dénoncé. S'il vous plaît, les gens vous disent cela a été dénoncé par les Camerounais. À cette époque d'Aïdjo, où le Cameroun était un État fédéral, les gens vivaient bien. Non. Questionnez tous ceux qui sont là. On vous dit que chacun, par la mélancolie, chacun vous dit à l'époque d'Aïdjo, au moins, on était. Des gens vous le disent. Non, attendez. Quand vous regardez aujourd'hui, non, je suis en train de je suis en train de relater des faits. Non, vous faites la quand je parle tout à l'heure de cette décentralisation qui fait en sorte que des blocages font en sorte que des gens au niveau, vous parlez tout à l'heure de la ville, mais vous savez que le tout cyclisme a été annulé, l'étape de Douala a été annulée. Pour cause de quoi? Pour des problèmes de route. Vous savez, la gestion, c'est aussi prévoir. Vous avez au Cameroun, de prendre juste la ville de Douala. Là, vous parlez des villes émergentes et autres. Moi, je dis que ça, c'est... Vous avez un quartier comme Banga Pongo. Vous avez Baden-Baden. Vous avez Lundi. Dans un état sérieux, c'est le gouvernement qui construit des quartiers et les populations viennent y habiter. Mais ici, c'est l'inverse. Des gens, ils vont trouver... Et très souvent, on parle d'urbanisation anarchique. Ils se battent de leurs propres moyens. Et M. Ndion veut qu'on mette ça à l'actif de pays. Quand c'est déjà fait, c'est là où le gouvernement vient pour casser, pour interdire, pour faire ceci, ainsi de suite. Non, on est toujours dans un gouvernement. Je suis en train de dérouler, c'est mon temps de parole. Il va terminer. Je suis toujours en train de dérouler. C'est toujours dans ce gouvernement où le Premier ministre, en février, a tenu une réunion extraordinaire, express, en faisant même un communiqué par rapport au problème de poubelles. Vous avez fait des tours dans les grandes métropoles? On est allé jusqu'à organiser des états généraux. Pour dire que ce que lui-même, le Premier ministre, est en train de dire, ça entre dans les oreilles à gauche, ça sort à droite. Ça ne se fait pas parce que le gouvernement est fatigué. Vous avez déjà vu dans un état, même à l'époque d'Aïdjo, ce qu'on appelle les délégations de signature. C'était des choses qui sont ponctuelles. Mais on a une délégation permanente de signature qui fait en sorte que, et moi je vous le dis, allez fouiller dans toute l'histoire, il n'y a pas eu de délégation de signature permanente. Permanente, oui. Il n'y a jamais eu à l'époque d'Aïdjo. Faites les recherches, je vous assure. Alors, vous avez quelqu'un aujourd'hui qui a une délégation de signature qui gère tout le pays, et ça fait en sorte que, vous avez vu quand il a fait sa note, et que même le ministre de la Justice, également le ministre délégué à la présidence de la Justice, a également fait pareil. Il a fait également une note comme pour dire, mais monsieur, chacun reste dans son camp. Vous avez aujourd'hui un État, vous parlez tout à l'heure, il parlait encore de l'homme fort, de l'homme présidentiel. Cette démocratie dont on parle, il disait qu'il voudrait qu'on retienne de lui l'homme qui aurait apporté. Mais il faut aussi préciser que cette démocratie, il ne l'a pas donnée aux Camerounais. Ça a été forcé. Des gens se sont battus pour ça. Des gens se sont battus, des gens sont morts, des gens sont là en prison. Absolument. Ce n'était pas de gaieté de cœur, on lui a forcé la main. On parle du candidat du RDPC. Vous voyez, quand on parle des slogans, tout à l'heure, il parlait de slogans. En 1997, c'était, quand vous voyez les slogans, c'était les grandes ambitions. 2004, les grandes réalisations. 2011, c'était le choix du peuple. Ah bah oui. Moi, je vous dis, en 97, nous allons voir le bout du tunnel. Tu sais les marches. Je vous dis, quand ça aurait pu être à l'inverse. Ça veut dire que le peuple aurait plutôt pu choisir d'abord. Le choix du peuple, on aurait pu d'abord choisir
une personne qui a une vision et puis la réalisation. Mais vous voyez où on vient mettre le choix du peuple. Ça veut dire qu'en permanence, on a des gens qui, comme on le dit, qui sont fatigués et qui n'arrivent pas à mieux gérer, mais que de passer le témoin, comme disait le docteur Yancy, il faut seulement perdurer. Qui vous dit qu'en 2035, ils ne vont pas encore vouloir que le président se représente? Je suis juste fier qu'ils disent tout à l'heure que l'âge, ce n'est pas un problème. Pourtant, en 2018, c'était les mêmes du RDPC qui tiraient sur le président Cabral Libi parce qu'il avait 35 ans. Non, il est trop jeune, il faut... Qui a parlé de ça? Alors, merci M. Ngoran. Puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, on va permettre à M. Ndjo en 2 minutes de réagir à vos propos en ajoutant que sur la question du gouvernement, le temps malheureusement, sur la question du gouvernement qui est fatigué, le docteur Nyamsi, sur ce plateau aussi, il y a 1 ou 2 semaines, nous a sorti la théorie de la ménopause, d'un gouvernement ménopausé, c'est-à-dire incapable de produire autre chose. Au fil conducteur de cette émission avec Fon Moa, qui est donc descendu avec nos équipes aussi sur le terrain pour continuer à parler de ces démissionnaires. Et justement, l'un des éléments qui revient le plus récurremment, c'est le caractère versatile du dernier démissionnaire, Issa Chiroma Bakary. Fon Moa nous le fait comprendre dans cette interview qu'il a réalisée avec l'éditorialiste Pierre Claver Nkodo. Bonsoir Michel Mbaga, bonsoir également à l'ensemble des téléspectateurs de Feuillon Média et particulièrement du programme Zoom sur le 237. Vous le savez certainement, tout porte à croire que Issa Chiroma ne fera plus partie du gouvernement Paul Biya ou encore de Dion Ngouté jusqu'à l'approche de la présidentielle. C'est bien sûr cette question qui nous amène à pouvoir sillonner les rues de la capitale économique et politique du Cameroun à l'effet de capter quelques réactions de certains leaders, hommes politiques, de la société civile, mais également aussi des journalistes. Après donc avoir rencontré Hervé Emmanuel Nkom, membre titulaire du comité central du RDPC, nous voici avec un ténor de la presse au Cameroun. Il s'agit de Pierre Claver Nkodo, directeur de publication de plusieurs journaux, Horizon Nouveau Magazine, Africa First Clone International Magazine, mais également aussi Politics, où il est directeur exécutif. Dépé Kodo, merci de nous accueillir chez vous. Bonjour mon cher Nawa, bonjour à vos téléspectateurs et merci de me faire l'honneur de me solliciter mon commentaire sur cette actualité. Vous réagissez pleinement en tant qu'un acteur de la presse parce que vous avez quand même au moins une trentaine d'années derrière vous et vous avez pu balayer, rebalayer le landerneau politique camerounais. Issa Chiroma Bakary qui annonce sa démission pour du gouvernement, une déclaration à la suite, une candidature à la présidentielle, même si cela n'a pas encore été acté officiellement par le gouvernement du Cameroun. Quelle est la lecture que vous faites suite à cette actualité? Sincèrement, je ne saurais pas être surpris compte tenu de l'idée que je me fais du personnage, que je suis depuis effectivement très longtemps, depuis plusieurs années, une vingtaine d'années, sous la politique. Je retiens déjà de Issa Chiroma qu'il fait preuve d'une certaine versatilité sur le champ politique. Il a créé le Front National pour le Salut, mais ce n'est pas sa première aventure politique. Il faut rappeler à notre spectateur qu'il a commencé la politique, il s'est fait illustrer en politique depuis les villes mortes avec le SDF, après il est rentré dans l'UNDP, après il a créé son propre parti. Moi, ce qui me dérange dans cet exercice-là, c'est... Je finis souvent par me poser la question de savoir si les acteurs politiques au Cameroun, singulièrement, adossent leur militantisme sur une idéologie. Parce qu'on ne peut pas à la fois être SDF, UNDP et peut-être même un autre parti pour devenir finalement FSNC. Et ça, c'est embêtant, c'est embêtant. Sa démission, dans ces conditions, relève simplement d'un calcul, à mon avis, hein, d'un calcul politique, compte tenu du contexte actuel. Donc, il s'offre les moyens de continuer à exister politiquement, puisque nous allons tout droit vers une alternance naturelle au sommet de l'État, et il n'entend donc pas céder l'espace et affiche même son ambition présidentielle, ce qui est de son droit, comme d'ailleurs d'autres, dans les coulisses, on apprend qu'il y a une autre grosse pointure aussi qui est sur le point de démissionner. Je crois que le véritable arbitre de ce type de démarche reste les masses critiques. Je vais vous poser la question si elle est
opportune ou elle est inopportune? Quand on regarde quand même, il y a de ces membres du gouvernement, chacun a eu apporté une raison de sa démission. Gargamane a dit toujours le pays qui ne se portait pas bien, il fallait essayer d'entrevoir autre chose. Titus Sejoa était aussi dans cette forme-là où il pensait qu'il pouvait avoir des réformes à faire. Chacun d'eux, sauf Titus Sejoa, qui ne s'est pas positionné clairement sur le champ politique avec un parti politique, mais le reste a créé un parti politique. Est-ce que quand on voit aujourd'hui la démission du Thiron Aboubakary, on pourrait faire le rapprochement avec les précédents? Bien sûr, on pourrait faire le rapprochement avec les précédentes, mais celle qui nous a semblé et qui me semble sur le plan du contenu la plus logique, c'est celle d'un Gargamane qui s'était vu refuser des moyens, les moyens de poursuivre ce qu'il appelait à l'époque les baleines, parce que Gargamane a davantage adossé sa démission sur le manque de volonté de la très haute hiérarchie de la République de sanctionner les pilleurs et les détourneurs des deniers publics. Vous vous rappelez très bien qu'il les appelait les baleines. Or, toutes les autres, même celles dont nous sommes en train de parler, de Issa Chiroma, ne semblent pas épouser les mêmes motivations et relèvent d'un calcul personnel opportuniste, tout simplement compte tenu du contexte. Comme je le disais tantôt, nous avançons progressivement vers une alternance naturelle. Quel que soit le cas, il y aura l'alternance au sommet de l'État. Et cela nous rappelle aussi que jusque-là, la politique au Cameroun semble relever davantage du jeu des intérêts personnels que du discours politique ou alors de l'épaisseur idéologique des acteurs, comme je le disais d'entrée de jeu. J'ai rien contre la démission d'un membre du gouvernement, mais la question que je me pose quand je parle des interrogations, c'est de savoir si c'est au fin de l'intérêt général ou au fin à ses fins personnelles. Et vous vous rappelez que tous ces acteurs au sommet de l'État sont tous des fossoyeurs des caisses du Trésor public. Est-ce que cette démission ne cache donc pas autre chose? Est-ce que cette démission ne présage pas une forme d'anticipation pour éviter justement de faire l'objet de certaines poursuites comme on a vu, comme on en a enregistré par le passé? Vous savez, au Cameroun, on a quand même tout un gouvernement en prison. Maintenant, on saura, vous avez rappelé qu'on n'a pas encore enregistré la réaction officielle du gouvernement. Nous allons continuer à attendre celle-ci, mais par anticipation, je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations.